Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est vendredi mes gars. Bon vendredi, toi et moi, on l'a fait. Aujourd'hui, ça va être une véritable montagne russe dans cette vidéo parce qu'il va y avoir de mauvaises nouvelles, des nouvelles émouvantes et de très bonnes nouvelles. Donc vous allez faire des hauts et des bas. Mais c'est vendredi, donc je veux dire, vous pouvez aller dans un bar après ça si vous voulez. Nous commençons par une course, je ne plaisante pas. Nous avons Abrams, Tank, Puma et aussi Bradley bien sûr. Et quelque chose que je ne connais pas vraiment, le transport de troupes Fuchs AP Sarma, je pense qu'il pourrait être polonais. Eh bien, ils font courir ces 4 véhicules, des véhicules très lourds qui courent en tête. Voyons qui va gagner. Les soldats regardent, ils ont une belle piste avec du sable. Je suppose celui-ci a des roues. Les roues gagnent toujours en vitesse, les camions gagnent en mobilité hors route, mais ils sont plus lents. Et comme vous pouvez le voir, voici le Puma allemand. Le Puma allemand. Je pense qu'il gagne. Celui-ci est à chenille cependant, et il est assez rapide. Aussi. Je suppose que le caméraman est sur le char Abrams, qui est peut-être le plus lent. Et le Bradley, bien sûr, prend un peu de retard parce que le Bradley est un véhicule qui a presque 50 ans. Pas tout à fait, mais presque. Donc ça a du sens. Globalement, la vitesse ne correspond pas vraiment. Cela importe peu dans ces situations. Dans cette guerre, la mobilité et le blindage sont plus importants. La vitesse. Bien sûr, mais que tu sois à 80 ou 110 km/h, un drone First Person View t'attrape quand même. Donc peu importe si tu es plus rapide ou lent, tu vas te faire toucher. Il faut avoir un blindage épais, c'est ça qui sauve la vie, pas la vitesse. Mais c'est une idée vraiment cool. Aujourd'hui, nous avons plein de vidéos. Voilà ce dont je parle, les montagnes russes. J'ai tellement de bonnes vidéos et on va toutes les regarder. Ici, on va dans les égouts, pas n'importe quels égouts, les égouts de Bakrovsk en Russie. L'objectif principal qu'ils essaient de prendre depuis plus de 6 mois. Ils ont déployé des dizaines et des dizaines de milliers de soldats sur cette zone frontale. C'est un véritable carnage. Honnêtement, c'est comme Avdivka, c'est comme Bakhmout. C'est presque encerclé. Et les Russes essaient d'entrer dans le centre-ville, vous savez, c'est leur tactique. Apparaître soudainement en centre-ville, provoquer la panique, puis les Ukrainiens se retirent. Eh bien, dans cette vidéo, vous pouvez voir quelle méthode ils utilisent. Ceci est un tuyau d'égout menant à Bakrovsk. Et les soldats russes ont construit ce genre de chariot, vous savez, des roues, une plateforme, et dans ce phare, ils sont allongés sur le ventre. Parce que si vous deviez passer par là, disons 5 km, 3 miles, à genoux et sur les mains, vous auriez les genoux et les mains en sang. Vous useriez même vos genouillères et vos gants. C'est la façon la plus rapide et la plus efficace de se déplacer dans un tuyau. Bien que je n'aurais jamais deviné qu'en tant que soldat, vous auriez besoin de ce genre de compétences, mais c'est ce que les Russes utilisent. La dernière fois, ils ont utilisé un tuyau de gaz à Avdivka et beaucoup de soldats sont morts à cause d'une intoxication au méthane. Alors cette fois, ils utilisent un tuyau d'égout. La même chose peut arriver, cependant. Ces tuyaux sont dangereux parce que le dioxyde de carbone, ou le méthane, quel que soit le gaz à l'intérieur, s'accumulent et peuvent rester stagnants. Tu ne sentirais même pas la différence, mais soudain tu t'évanouis. Surprise. En sortant des égouts de Pakrovsk, nous entrons dans Pakrovsk, où des Ukrainiens essaient d'extraire cet explosif d'une bombe russe Fab S-500 non explosée. C'est une bombe d'avion qui n'a pas explosé et comme tu peux le voir, elle en contient beaucoup, elle est remplie d'explosifs. Si tu l'extrayais et que tu le transformais en munitions anti-infanterie individuelles pour des drones, tu pourrais en obtenir des dizaines et des dizaines à partir de cette seule bombe. Alors ce gars-là l'extrait avec une masse. Regarde à l'avant. Ton sens du danger se dégrade tellement parce que tu es constamment en danger. Donc ça peut te sembler normal, pas pour moi. Ce n'est pas normal. Ne faites pas ça, mes amis. C'est très dangereux, une seule étincelle. Mais je suppose que ce gars-là, vous savez, expert en explosifs, je suppose qu'il sait ce qu'il fait, mais moi je ne ferai jamais ça, jamais. Mais ce gars-là s'en fiche complètement.
Aujourd'hui, je vous présente un soldat russe avec une jambe en bouteille. Vous pourriez penser une jambe en bouteille. A-t-il fait une erreur? Son anglais est-il mauvais? Non, je parle d'une vraie jambe en bouteille. Est-ce une jambe faite de bouteilles? Je ne devrais pas rire. Je sais que c'est une tragédie de perdre sa jambe. C'est déjà assez grave comme ça. Mais je veux dire, je n'y arrive pas. C'est un héros de guerre, car il est allé combattre pour son tsar, tu sais, Poutine. Il devrait être récompensé parce qu'il va sacrifier sa vie, dans ce cas sa jambe, pour le chef. Ce qu'il reçoit en retour, une jambe en bouteille. Tu en veux une? Dommage que tu ne sois pas dans l'armée russe. Tu n'en auras pas. Mais ce gars-là l'a eu parce qu'il n'y a pas assez de prothèses pour les soldats. D'abord, elles sont chères. Ensuite, les prothèses high-tech sont généralement fabriquées plutôt en Occident. La Russie ne sait pas très bien les fabriquer. Et les prothèses basiques, comme ces prothèses en bois, même celles-là ne suffisent pas pour tous les soldats. Alors ceux qui n'en reçoivent pas doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Des bouteilles. Et ils ne peuvent pas utiliser des bouteilles de vodka parce que c'est généralement en verre. Tu ne peux pas avoir une jambe en verre, donc tu dois utiliser des bouteilles en plastique. C'est ce que tu as. Félicitations, tu es un héros. Guéroïnach, notre héros, est juste ici. Si les gens voient cette jambe bouteille dans la rue, ils diront « Merci pour votre service ». Les montagnes russes ne s'arrêtent pas. Nous avons une autre vidéo Kaboom, et celle-ci concerne un S-300 russe. Je ne la montrerai pas parce que, vous savez, les Ukrainiens détruisent ces S-300, S-400. Ça devient répétitif, mais celui-ci était entièrement chargé de roquettes, de missiles de défense anti-aérienne, n'est-ce pas? Donc je veux juste vous le montrer parce qu'il explose d'une manière tellement spectaculaire. Ces vidéos où la tourelle S1 projetée me manquent. Quand un char russe explose et que les soldats sont envoyés de l'autre côté et que la tourelle part sur la Lune. On n'a pas vu ça depuis un moment. Donc je dois me contenter du S-300 qui explose. Alors un drone ukrainien le suit. Dès que ce S-300 s'arrête, il lui envoie un petit cadeau. Ce qui nous donne... Oh, un soldat russe a remarqué le drone au-dessus et s'enfuit. D'accord, c'est la première explosion. Ne vous en faites pas, c'est une toute petite. C'est très petit, rien à voir ici. Ouah, c'est le nouvel an, c'est déjà le 4 juillet. Ce sont mes amis, ici devant, dans cette section, dans cet équipage du S-300. C'est le 4 juillet et le nouvel an. Snovam Godom, mon ami. Regarde ce carnage, c'est agréable. Maintenant, tu vas découvrir une vraie montagne russe. Quand je dis ça, et je le pense vraiment dans cette vidéo, parce que maintenant nous allons regarder une vidéo que les Russes ont publiée, et c'est un crime de guerre. Les Russes ont publié une vidéo où ils frappent un Danois. Des travailleurs humanitaires civils qui déminent, manipulant des engins non explosés. Leurs camions sont tous blancs, donc on peut les voir de loin. Ce sont des travailleurs civils, des travailleurs humanitaires. Et le pire, c'est que les Russes eux-mêmes le publient. Ça veut dire qu'ils n'ont pas honte, ils veulent le diffuser. Regardez ces camions. Penseriez-vous que ce sont des véhicules militaires? Pas moi, je ne les attaquerai pas. Et c'étaient vraiment des travailleurs humanitaires civils du Danemark, et les Russes les ont frappés en toute connaissance de cause, et 2 d'entre eux se sont morts. Ils ont donc sacrifié leur vie, venant d'une société très prospère de l'Union européenne vers une zone de guerre pour aider les Ukrainiens dans le besoin. Puis la Russie les a frappés en sachant qu'ils étaient des humanitaires civils. C'est aussi grave que possible. Et maintenant, je veux dire, nous sommes descendus au bas des montagnes russes. Êtes-vous prêts à remonter? Parce que nous allons le faire. Le 3 septembre, il y a 2 jours, la Russie a tenté une nouvelle attaque de missiles sur des villes ukrainiennes. Et ils font cela avec leur flotte de bombardiers. Stratégique contre Tupolev, 95 Tupolev, 160 Tupolev, 22. Eh bien, dans ce cas, ils utilisent des Tupolev 160. Et je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Dieu est intervenu du côté ukrainien. Je vais vous lire le rapport. Je veux dire, je ne peux pas inventer ce genre de choses. Ça s'invente tout seul. Urgence de l'aviation stratégique. Hier, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2025.
Lors de l'exécution d'une mission de combat visant à détruire des cibles sur le territoire ukrainien, plusieurs avions de l'aviation stratégique ont rencontré des problèmes techniques. On pourrait dire que c'est une intervention divine du côté ukrainien. Regardez ça. Le bombardier stratégique TOU-160. Le numéro de queue 04 n'a pas lancé de missile en raison d'une défaillance du mécanisme de lancement. Donc le conducteur, je veux dire le pilote, a appuyé sur un bouton, mais les missiles ne se sont pas libérés à cause d'une défaillance. Tu sais, dans ce cas, tant mieux. Un immeuble civil ukrainien a été sauvé. Je suis content. Le bombardier stratégique Tupolev 160 numéro de queue 16 a été frappé par la foudre, ce qui l'a obligé à interrompre la mission de combat et à retourner à l'aérodrome. Le vitrage de la cabine du pilote a été endommagé. Donc Dieu a dit « pas aujourd'hui ». Frappe de la foudre sur l'avion. De plus, l'un des appareils prévus pour la mission de combat n'a pas pu décoller d'Engels. La raison est inconnue. Eh bien, je connais la raison, c'était une intervention divine du côté ukrainien. Je suis content de lire ça. Quelle coïncidence, ou peut-être une intervention divine selon comment on l'appelle. C'est un miracle parce que ces missiles tuant des civils. La vie de certains civils ukrainiens vient d'être épargnée parce qu'un éclair a frappé un bombardier russe. Un beau cadeau, mes amis, avec fierté. J'ai une nouvelle liste de membres mensuels de Babylon Coffee et je suis prêt à les écorcher. Le Virlang. Ces noms, je vais les prononcer comme un estonien. Jeri Pengeli Raulrina. Ton nom est estonien. Aucun doute là-dessus, Raulrina a un nom super estonien. Merci de t'être joint à nous pour représenter mon pays d'origine. Victoria Merinsky, Kentia Elanderzol. Merci à ces 4 personnes. Et si tu veux rallonger cette liste, que tu aies un nom très cool ou pas, ça n'a pas d'importance. Inscris-toi, je vais massacrer ton nom de toute façon. Merci mes amis. Les montagnes russes continuent, mes amis, parce qu'on redescend encore. Donald Trump a décidé de supprimer le financement du soutien militaire des États-Unis aux États baltes. Nous ne savons pas pourquoi. Je veux dire, Donald Trump l'a dit à chaque fois. On lui a posé des questions sur la Pologne, qui se trouve à 300 km d'ici. 300 à 400, c'est très proche. Qu'ils veulent augmenter leurs dépenses militaires en Pologne et le nombre de leurs troupes stationnées en Pologne. Donc ils sont très engagés envers la sécurité de l'Europe de l'Est. Alors pourquoi réduire le soutien aux États baltes? Je ne comprends pas, c'est contre-intuitif. Les pays européens frontaliers de la Russie devraient pas se préparer à la possibilité que Washington réduise le nombre de ses troupes dans la région en renforçant leurs propres capacités militaires. La présidente de l'Estonie a déclaré à Politico « Je suis d'accord ». Quoi que fassent Trump ou les Américains, notre responsabilité ici, dans cette partie du monde, est de défendre nos pays avec nos propres moyens, nos propres ressources. Si l'Amérique nous aide, c'est parfait. Sinon, nous devons continuer. Je veux dire, c'est tout ce que nous avons. Nous continuerons à nous développer, nous comblerons le vide, nous gérerons la Russie. Les États-Unis ont actuellement environ 2000 soldats, stationnés dans les États baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Dans le contexte d'un renforcement militaire après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et également à Mikkeli, en Finlande, ils viennent d'ouvrir une nouvelle base avancée de réaction rapide de l'OTAN, une base militaire permanente qui accueillera une force conjointe composée d'une brigade des pays nordiques. Ce sont des forces arctiques. Elles sont habituées à combattre dans la neige, c'est pour cela qu'elles sont faites et pour leur capacité de réaction rapide. Donc chaque fois que la Russie menace la Finlande ou commence à masser des troupes à la frontière, cette brigade sera envoyée là-bas. Si vous connaissez les statistiques d'Arkin de la guerre d'hiver, vous pensez peut-être qu'une brigade est peu nombreuse, mais revérifiez les chiffres. C'est un nombre qui représente beaucoup de pertes russes. Donc Mikkeli est pleinement engagé, la base militaire nordique de l'OTAN, la Pologne est pleinement engagée. Les États-Unis ont envoyé plus de troupes en Pologne, ouvrant de nouveaux espaces logistiques au cours des 3 dernières années. Donc je ne comprends pas. Au nord, ils augmentent leur présence, en Pologne, ils augmentent leur présence, mais entre les pays baltes, pourquoi diminuer la présence là-bas? Je ne comprends pas la logique derrière cela. Maintenant, mes amis, je veux vous présenter un héros estonien tombé au combat. Voici Olav Rost, le 6e soldat estonien à être tombé en combattant pour l'Ukraine. Il est tombé aux mains des Russes.
Et voici une cérémonie d'adieu sur Khrouchtchatik à Kiev. Regardons simplement cela. Chacun est pour chacun. Préparez-vous à 1 minute de silence. Héros. Défenseurs et défenseuses de l'Ukraine, Pour les héros, les Estoniens, Oleva, Olevam, Rustom, qui a donné sa vie pour moi, pour toi. Alors, qui était Olav Rost? Olav était un soldat estonien professionnel, aussi professionnel qu'on puisse l'être. Parce qu'il faisait partie du bataillon des scouts, qui est... Pour un Estonien, rejoindre le bataillon des scouts est l'une des rares options pour faire carrière comme soldat. Il a effectué 2 missions, des missions séparées en Afghanistan et une mission au Mali. Donc, il a participé à 3 forces de déploiement de l'OTAN, des missions de déploiement de l'OTAN. En 2023, il a rejoint le 3e régiment à but spécial d'Ukraine. Voici le drapeau, pourquoi je vous le montre? D'abord, il est estonien, puis à cause de ce que nous avons fait ensemble. Nous avons organisé de nombreuses collectes de fonds, donné de nombreux camions à cette 3e brigade des opérations spéciales. Ils m'ont même donné cette médaille pour cela. Il y a un loup dessus, vous pouvez le voir dans la vidéo. J'ai aussi un drapeau de la 3e brigade des forces spéciales ici même dans mon studio. Il est toujours accroché. Et Olav faisait partie de leur force, donc c'est une histoire très liée. Le héros ukrainien est estonien Olav Rost. Faites. C'est une perte pour l'Ukraine et l'Estonie, montrant notre fort engagement et l'aide maximale apportée à l'Ukraine. L'argent des citoyens pro a été donné. Je veux dire, nous sommes dans le top 3. De plus, nos citoyens sont en première ligne. Je sais qu'il y a environ 50 personnes d'Estonie qui sont parties se battre pour l'Ukraine et 6 d'entre elles sont déjà mortes. Donc Olav est le 6e héros estonien à tomber dans cette guerre. Souvenez-vous des héros, mes amis. Et comme je l'ai dit, je veux dire, moi-même je deviens tristissant. Mais les montagnes russes continuent. Nous sommes tout en bas maintenant. Nous avançons, nous roulons, je ne peux pas dire où nous allons, mais nous avançons. Parce que la Chine et la Russie, ils ont décidé. Maintenant, Poutine et Xi ont décidé que leurs citoyens devraient pouvoir voyager dans les pays de l'un et de l'autre sans visa. C'est une première, et désormais ils peuvent le faire pendant 30 jours. Poutine dans cette vidéo est très heureux et adresse ses salutations à Xi, remerciant Xi de permettre aux touristes russes de voyager en Chine sans visa. La Russie et la Chine se rapprochent. Cependant, en regardant la situation réelle, ce n'est pas un partenariat, c'est une domination. La Chine rachète très discrètement la Russie, contrôle la Russie par des moyens financiers, en contrôlant les entreprises grâce à sa participation dans leur capital. Environ 70 à 80% des voitures neuves vendues en Russie sont chinoises. L'aviation russe est morte, elle est remplacée par l'aviation chinoise, les modèles de paiement des banques, tout. Donc la Chine possédera la Russie à l'avenir. Donc que Poutine le comprenne ou non, c'est vers cela qu'il dirige son pays. Et maintenant, il y a la libre circulation sans visa. J'ai parlé de Poutine et de Xi. Nous avons tous vu ce clip du défilé militaire quand Poutine et Xi marchaient. Kim était aussi là. Je veux dire, les 3 mousquetaires de l'enfer, mais maintenant ils ont traduit ce que ces gars disaient. Je veux dire, une partie de leur conversation a fuité. Les micros étaient loin, mais on pouvait en entendre une partie. Je vais donc vous lire les sous-titres. Et c'est étrange, dit Xi. De nos jours, à 70 ans, traduit en russe. Avant, les gens atteignaient rarement 70 ans, mais aujourd'hui, à 70 ans, tu es encore un enfant. Eh bien, si je regarde Donald Trump qui a cet âge-là, oui, c'est vrai. Poutine parle, inaudible. Vous pouvez regarder Shenko. Monsieur Patate, c'est toujours tellement drôle, tellement rond et patatoïde. Je ne sais pas.
Je ne veux pas me moquer de l'apparence des gens comme ça. Mais c'est comme, je veux dire, c'est Loukachenko, c'est le gars qui a dit « Vous ne voulez pas attraper le Covid? Allez au sauna et buvez de la vodka ». C'est ce qu'un dirigeant de pays a dit pendant la période du Covid, alors que des gens mouraient. D'accord, continuons. Traducteur en mandarin, avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être continuellement transplantés et les gens peuvent vivre de plus en plus jeunes et même atteindre l'immortalité. Quoi? Traducteur en greffe d'organes coréenne, donc G en mandarin. Les prévisions annoncent qu'on pourrait vivre jusqu'à 150 ans ce siècle. Alors tu as 3 mousquetaires maléfiques de l'enfer qui marchent, et de quoi parlent-ils, hein? Des bombes nucléaires ou quoi? Non, ils évoquent les greffes d'organes, l'immortalité et le souhait de vivre jusqu'à 150 ans. Je veux dire, hey, Trump a 70 ans quoi. C'est déjà pas terrible. Imagine à 150 ans, je veux dire. Est-ce que ces types pourraient un hobby nous rendre service à tous et simplement mourir, peut-être tout de suite? Pas 150 ans? S'il vous plaît, non, merci. C'est comme 3 méchants d'un dessin animé. De quoi parlent-ils? Des greffes d'organes? Oui, c'est bien de cela. En continuant ce même défilé partout où Kim Jong-un s'asseyait. Après son départ, son équipe s'était venue et a tout nettoyé. L'acide désoxyribonucléique du cher leader est si précieux qu'on ne veut pas le disséminer, surtout celui de Kim Jong-un. Le gars qui est allé sur le soleil. Il a visité la surface du soleil, mais le soleil est trop chaud, alors il y est allé la nuit. C'est à quel point ce gars c'est spécial. C'est pour ça qu'il nettoie cointe tout. Regardez là où il s'est assis. Pas d'acide désoxyribonucléique, non. L'Occident voudrait peut-être cloner Kim Jong-un, car il est un humain si parfait. C'est pour ça qu'ils doivent retirer l'acide désoxyribonucléique, parce qu'on ne veut pas de clone de Kim Jong-un en Occident. Bien sûr, tout ce que nous voulons, c'est notre propre cher leader. C'est pour ça qu'il nettoie toi tout. Et il prend son temps, mec. Il pollue ses surfaces, c'est un gars très sûr de lui, mec. Regarde-moi ça. Et qu'est-ce qui est sorti de la réunion entre Poutine et Xi? Encore une fois, l'une des plus grandes choses qu'il considérerait comme un succès, c'est sûr, Poutine. En réalité, je vais vous laisser la parole. Ce n'est pas vraiment un grand succès. La Russie a signé un accord avec la Chine pour construire un gazoduc à travers la Mongolie. Le projet, connu sous le nom de puissance de la Sibérie 2, aura une capacité d'environ 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le gaz arctique qui allait auparavant vers l'Europe sera désormais redirigé vers la Chine. D'accord, oui, ça l'air bien sur le papier. Si tu admires la Russie, tu dis « Oh, la Chine va remplacer l'Union européenne ». Non, je vais prendre 1 minute pour expliquer que les Chinois achètent le gaz et le pétrole russe presque à prix coûtant. Donc, le montant qu'ils payent est tellement bas que la Russie ne fait presque aucun bénéfice, ou alors vraiment très peu. L'Europe a payé 3 à 4 fois plus que ce que la Chine est prête à payer. Deuxièmement, la Russie n'a pas l'argent pour construire cela. Ce gazoduc relie la péninsule nord de Yamal à la Chine via la Mongolie. La longueur, la simple longueur et la taille de ce projet. On parle de 50, 60, 70. Je donne une estimation approximative ici. Mais on parle d'investissement de l'ordre de 100 milliards de dollars pour construire ce pipeline. C'est un investissement colossal. Cela exige une technologie de pointe, déjà fournie par l'Occident lors de la construction de Nord Stream et Nord Stream 2. La Chine doit le construire car la Russie n'en est pas capable sans technologie occidentale. Ainsi, quand la Chine le fait, je sais comment ils procèdent. Ils ne veulent pas payer pour ça. Ils vont le construire en disant que c'est eux qui l'ont fait. Mais vous allez nous fournir du gaz gratuitement par ce gazoduc pendant les 5 ou 10 prochaines années. Et ils le construisent pendant 5 ans, donc pour les 5 prochaines années, disons 5 ans, ils le construisent donc gratuitement pour la Russie, puis bénéficient de 5 à 10 ans de gaz gratuit. Et après 15 ans, la Russie pourrait commencer à en tirer des bénéfices. Donc oui, la perspective futuriste, la perspective réaliste de ce pipeline, si tu attends 2 générations, ça va rapporter énormément d'argent s'ils le construisent. Mais pas avant, mec. Pas avant 15 ans, la Russie n'y gagnera rien, la Chine contrôlera tout. Tu croyais ça que la vidéo était finie? Je le pensais aussi. Mais maintenant, je vois qu'on n'a pas encore parlé de la raffinerie de pétrole russe. Bingo mes amis, sortez vos cartes. Vous êtes prêts à jouer à l'édition du vendredi?
On lance le jeu de Pingo parce que la dernière frappe a eu lieu à Riazan. La raffinerie de pétrole de Riazan, avec une capacité totale de raffinage allant jusqu'à 17 millions de tonnes par an, a été frappée. Waouh mes amis, regardez ce feu de camp, c'est magique. Et 17 millions de tonnes par an, c'est encore l'une des plus grandes raffineries. De plus, cette raffinerie a été touchée plusieurs fois. Regardons les dates. Le 13 mars, le 1er mai 2024, en fait le 23 janvier, le 26 janvier et maintenant encore. Et en août, elle a aussi été frappée. Donc elle a déjà été touchée une dizaine de fois, mais elle est tellement massive. Il faut donc la frapper, les feux s'éteignent. Les images satellites montrent que la raffinerie tourne à 70% de capacité. Frappe-la encore, 60% de puissance. Mettre hors service ce mastodonte prend des mois, mais si tu y arrives, ça fait mal. Et ce n'est pas seul Louhansk occupé. Louhansk n'a pas déjà une énorme pénurie d'essence. L'Ukraine a quand même décidé de frapper leur dépôt de carburant. Donc maintenant, ça va aller encore plus mal. Oui, c'est du pétrole, enfin c'est un dépôt d'essence et de diesel, juste un site de stockage à Louhansk. Et ça part en flammes, créant un immense brasier gratuit pour les citoyens occupés. Et avec ces frappes, la pénurie d'essence, on pourrait croire que c'est seulement en périphérie, mais non, c'est Moscou. Dans les stations-service de Moscou, il y a aussi une pénurie d'essence. Je veux dire, ça ne devrait pas arriver car c'est Moscou, qui ne manque jamais de rien, contrairement aux autres. Si Moscou manque d'essence, c'est mauvais signe. Et aussi Khabarovsk, où il y a d'énormes files d'attente, pas de diesel, pas d'essence. Et qu'a décidé de faire le gouvernement ? Tout d'abord, quand c'est arrivé il y a environ 2 semaines, le gouvernement a dit que c'était la faute des touristes. Tous ces touristes qui vont à Gobarovski, bon sang, ces touristes. Pourquoi allez-vous en Russie et utilisez-vous tout le gaz, tout le diesel ? Maintenant, la nouvelle version que le gouvernement de Khabarovsk raconte, c'est que ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs, ils pêchent tellement. Pourquoi pêchez-vous autant ? Il n'y a plus de diesel. Ils accusent toujours les autres, comme en Russie. On rejette simplement la faute. Attendez 2 semaines. On rejette la faute ailleurs. Donc oui, ce sont les touristes, ce sont les pêcheurs, ce ne sont pas les drones ukrainiens. Wow, non, ce sont les pêcheurs. Mes amis, je veux vous présenter un ministre russe de l'énergie. Si vous vous demandez ce qui se passe, pouvons-nous avoir des réponses officielles ? Oui, aucun problème. J'ai parlé avec le ministre de l'énergie. C'est Sergei Leonidovitch Tsivilev. Il a dit qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement en produits pétroliers dans nos régions, y compris bien sûr l'essence dans les stations-service. Et il n'y aura aucun problème. Tout est sous contrôle, a déclaré Siluanov aux journalistes. Donc toutes mes vidéos, mes amis, étaient en un mensonge. Croyez-en le ministre officiel de l'énergie de Russie. Il n'y a aucune pénurie d'essence nulle part en Russie, et il n'y en aura jamais. Je suis donc désolé que toutes mes vidéos aient été fausses jusqu'à présent. D'accord, j'apporterai aussi. Le ministre de l'énergie ne suffit pas. Je vous apporte aussi celui de l'économie. Le ministre russe du développement économique, Maxime Reshetnikov, a admis que l'économie russe a atteint un point où elle ne croîtra plus. Oh, c'est si triste. Reshetnikov annonce que la croissance de base sera de nouveau revue à la baisse. La stagnation s'installe beaucoup plus tôt que prévu. Mince, regarde ce visage triste. Il en est vraiment attristé. Je ne sais pas pourquoi, il a l'air satisfait. Peut-être parce qu'il est un ministre, il s'en fiche un peu. Et enfin, nous sommes arrivés à la dernière nouvelle du jour. Oh, ça a vraiment été des montagnes russes. Un peu comme ce graphique que vous voyez ici à l'écran. Quel graphique cela pourrait-il être ? Eh bien, vous avez deviné, ce sont les dépôts et l'argent russe dans les banques russes. Donc cela vous montre que les Russes retirent leur argent de leurs banques. Soit ils ont besoin de payer leur loyer ou leur crédit immobilier, ou d'acheter des choses, soit ils n'ont tout simplement pas confiance dans les banques. Quoi qu'il en soit, les Russes retirant de l'argent des banques pour différentes raisons. Et comparé à 2024, ce graphique est très différent. Donc si cela continue comme ça, cela signale une ruée bancaire. C'est exactement ça. C'est une ruée bancaire, pas en quelques jours, mais en quelques mois. C'est une ruée bancaire. Et les ruées bancaires, c'est vraiment mauvais. Peu importe la raison pour laquelle elles se produisent, elles sont horribles. Donc je m'attends à ce que cette courbe baisse.
Et en termes simples, si cette courbe baisse, le pays russe s'effondre. Et ça me plaît. Alors gardons un œil sur cette ruée bancaire avec les dépôts russes, dis donc, qui sont retirés des banques. Très bien, mes amis, les montagnes russes sont officiellement terminées. Vous pouvez aller au bar et vous amuser parce que c'était un vrai tour. Je reviendrai pour vous lundi. Assurez-vous d'être de retour. N'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, mes amis, Slavokrini et au revoir